La structuration du Front commun pour le Congo en perspective des élections de 2023, c'est l'un des sujets qui a fait l'objet de la réunion tenue par le président de la cellule de crise de cette plateforme, Raymond Tshibanda, avec les membres du UFCC restés fidèles à l'ancien président Joseph Kabila. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a réceptionné la pétition initiée contre son président Godin Poi. Plusieurs griefs motivent la démarche des 17 députés provinciaux signataires, dont incompétence, la faible production législative et puis l'inefficacité de l'Assemblée provinciale vis-à-vis de l'exécutif provincial. À la Cour pénale internationale, la Chambre d'appel confirme la condamnation à 30 ans de prison de l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda. Comme en première instance, il est reconnu coupable de 18 crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Ituri entre 2002 et 2003, dont des crimes sexuels, des massacres et des déplacements forcés de la population civile. Bon après-midi à tous. Nous ouvrons ce journal avec le deuxième et dernier jour de la visite officielle au Qatar. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a visité hier mardi les installations aéroportuaires de Doha. L'objectif poursuivi est de s'imprégner des méthodes de travail et prouesses techniques du Qatar dans le cadre des accords de coopération signés lundi entre le gouvernement congolais à travers la régie de voies aériennes et le géant Qatar Airways. À l'aéroport international Hamad de Doha, le chef de l'État congolais a été invité à s'imprégner des méthodes de travail de Qatar Airways en tant que constructeur, opérateur et exploitant d'aéroports. Guidé par le directeur général de ce fleuron de l'aéronautique du Golfe arabique, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a fait le tour de l'aérogare en passant par différents compartiments jusqu'aux installations de sûreté. Les points de passage de contrôle des passagers, les différents services et espaces réservés aux activités extra-aéronautiques, notamment les commerces et espaces de détente, ont accueilli la délégation présidentielle. La visite guidée s'est aussi poursuivie dans les différents terminaux avec les explications claires fournies au chef de l'État sur l'organisation de ces services. La sortie des terminaux a orienté la délégation vers les espaces réservés aux fret aéroportuaires où des millions de tonnes de marchandises et colis sont importés ou exportés du Qatar. Le président de la République a également reçu les explications sur les méthodes de construction et de gestion utilisées par Qatar Airways qui sont respectueuses des normes environnementales. Cette visite permettra à la République démocratique du Congo de booster son industrie locale en utilisant le maximum de composants locaux dans la chaîne des valeurs, a fait savoir un officiel de la suite présidentielle. À la faveur de cette visite, Félix-Antoine Tshisekedi s'est fait une idée claire sur les innovations qu'il entend apporter dans ce domaine en République démocratique du Congo. Un premier débriefing a eu lieu avec son équipe au sortir de cette visite de l'aéroport international Hamad de Doha. En marge toujours de sa visite de travail à Doha, Félix Tshisekedi a échangé avec les hommes d'affaires du Qatar dans le cadre d'un forum d'affaires qui a réuni les hommes d'affaires qataris et congolais. Premier à prendre la parole, le vice-président de la Chambre de commerce du pays hôte, Mohamed Bin Ahmed, qui a félicité et remercié le président de la République pour sa vision qui ouvre son pays au monde des affaires, précisément aux investissements qataris. Au nom de ses pairs, le représentant des investisseurs qataris a exprimé la volonté et le besoin d'investir en République démocratique du Congo dans différents secteurs avec un point d'honneur sur le domaine de l'agriculture. Dans son intervention, le chef de l'État a présenté les différentes opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo. De l'agriculture aux mines, en passant par l'énergie, le tourisme et l'environnement, le président Félix-Antoine Tshisekedi a décliné et énuméré les secteurs attractifs. Un accent particulier a été mis sur le domaine de l'immobilier avec le besoin pressant de construction des établissements d'enseignement scolaire en soutien à la gratuité de l'enseignement décrété il y a 2 ans.
faisant un état des lieux de l'environnement des affaires dans le pays. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a rassuré ses interlocuteurs de sa volonté et des efforts du gouvernement pour la sécurisation des investissements. Il a entre autres évoqué la mise en application de plusieurs textes légaux régissant le secteur et qui protègent au maximum les investissements directs étrangers. Les 2 heures d'échange entre les deux parties ont abouti à la volonté commune de jumelage entre les hommes d'affaires congolais et qataris tels que voulu par le chef de l'État. Je le disais en titre, le président de la cellule de crise du Front commun pour le Congo, Raymond Tshibanda, a réuni les présidents des regroupements des partis politiques, des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, et ceux des groupes politiques du Sénat, ainsi que quelques personnalités politiques fondateurs du FCC restés fidèles à l'ancien président Joseph Kabila. Plusieurs points ont été abordés, dont l'évaluation de la situation politique de la RDC, la rentrée parlementaire et surtout la structuration de la plateforme en perspective des élections de 2023. Face aux enjeux de l'heure, le Front commun pour le Congo s'est réuni autour du président de la cellule de crise, Raymond Tshibanda. Au cœur de leurs échanges, la rentrée parlementaire et les questions majeures d'actualité. Il faut signaler qu'à ce jour, le Front commun pour le Congo compte 150 députés nationaux, 35 sénateurs, comme noyau dur de Joseph Kabila Kabange au sein du Parlement. Les hauts cadres du FCC ont discuté de la position actuelle du FCC devenue de fait la première force de l'opposition au sein du Parlement. Celui-ci devrait donc logiquement occuper les postes de porte-parole de l'opposition. Ainsi, point n'est besoin de rappeler que le FCC n'est concerné de près ni de loin par un quelconque partage de pouvoir avec l'Union sacrée. Les Fronts communs pour le Congo, déterminés à poursuivre la lutte pour défendre la Constitution, les lois de la République ainsi que les acquis démocratiques. Les hauts cadres du Front commun pour le Congo ont également échangé sur la composition des groupes parlementaires ainsi que les commissions permanentes au sein de la Chambre basse du Parlement. Cadres de la famille politique de Joseph Kabila ont parlé de la structuration très prochaine du Front commun pour le Congo afin de se mettre en ordre de bataille pour les prochaines élections qui, pour le FCC, doivent se tenir coûte que coûte en 2023. Accompagnement professionnel des institutions du pays, notamment le Sénat par la presse de Kinshasa. Le sujet était au centre de l'entretien que le président provincial de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba, a eu avec le speaker de la Chambre haute du Parlement, Modeste Batilouke. On l'écoute sortir de cet entretien. Bon, c'est une première rencontre que je viens d'avoir avec l'honorable président du Sénat au nom de l'UNPC Kinshasa, qui compte, comme vous le savez, 3500 journalistes, qui compte beaucoup de supports de médias et qui sont très sensibles à la vie parlementaire, notamment ici au Sénat. Nous avons échangé autour du travail qui doit être fait, notamment pour l'accompagnement de la presse au niveau du Sénat, mais également au niveau de l'Assemblée nationale bientôt, parce qu'il est prévu également de rencontrer l'honorable président de l'Assemblée nationale. Il est très préoccupé par la qualité de médias qui relayent l'action parlementaire, surtout avec une certaine rumeur qui se développe quelquefois sur des dossiers parfois sensibles. Je lui ai promis que nous allons faire un travail de réseautage, de croisement d'informations, un travail de partenariat, tout en gardant notre liberté, notre autonomie, parce que la démocratie ne vit que lorsqu'il y a une presse indépendante. Et le président m'a rassuré qu'il n'y a pas une volonté manifeste de brimer la presse ou d'assujettir la presse. Et je suis d'autant plus content parce que chaque jour, il y a comme une espèce de chape de plomb qui est sur la tête des journalistes de Kinshasa. Et j'obtiens ainsi le soutien du président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale aussi. Nous avons un programme de voir aussi le Premier ministre, de sorte que le travail qui est fait ici à Kinshasa soit fait dans le respect de la séparation de pouvoir, notamment le pouvoir médiatique de la presse de Kinshasa.
La pétition des déchéances initiée contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a récolté 17 signatures et a été déposée hier mardi au bureau de l'Assemblée. Parmi les griefs, lui reprocher l'enrichissement illicite, incompétence et même incapacité d'assurer aux députés provinciaux un traitement digne et régulier ainsi que de soins médicaux, des griefs qui suscitent des réactions au sein de l'opinion. Plusieurs observateurs de la vie politique la qualifient des pétitions alimentaires et des griefs fantaisistes. Godempoy, lui, ne s'est pas encore personnellement exprimé à ce sujet. Après l'annonce des nouvelles mesures visant à poursuivre en justice toute vente d'eau en sachet plastique à usage unique dans la ville de Kinshasa par le gouverneur Jean-Tini Ngobila, Greenpeace Afrique a réagi et salue l'adoption de ces mesures qui visent à protéger le sol congolais de ces matières jonchant sur les rues de la capitale. Plusieurs cas d'inondation observés à Kinshasa depuis des années sont causés principalement par l'utilisation de sachets à usage unique. Ces matières bouchent les canalisations d'eau et polluent l'environnement en raison de la durée de vie, soit de sa décomposition estimée entre 100 et 400 ans. La semaine passée, le chef de l'exécutif provincial Jean-Tini Ngobila a annoncé la mise en application des mesures strictes portant interdiction des emballages non biodégradables pour épargner la capitale des conséquences désastreuses dues à son utilisation. Une mesure encourageante d'après l'ONG Greenpeace Afrique. Patient Mwamba, militant de cette ONG en République démocratique du Congo, estime que cette décision va contribuer considérablement au programme de Jean-Tini Ngobila dénommé Kinshasa Bopeto visant à redorer l'image de la ville. Des interdictions de plastique ont déjà été annoncées dans au moins 34 pays africains. Le cas ici d'une interdiction du plastique au Kenya prouve que c'est né lorsque le gouvernement prenne des mesures strictes contre les grands producteurs et distributeurs de plastique que les niveaux des déchets diminuent drastiquement, a souligné ce militant de Greenpeace Afrique, section RDC. Et dans le Tanganyika, on parle encore des deux pétitions déposées, l'une contre Loulou Kitenge Joseph, président de cet organe délibérant, et l'autre contre Alvar Lubuti Kaluta, vice-président. Ces 9 députés signataires leur reprochent l'incompétence notoire, l'opacité, le non-respect des droits des élus de cette province. Et hier mardi, c'est le rapporteur qui a été visé par 5 autres députés qui lui reprochent également l'incompétence. La Cour pénale internationale a confirmé en appel la condamnation à 30 ans de prison prononcée contre l'ex-rebelle Bosco Ntaganda pour des crimes contre l'humanité commis en début 2000. Comme en première instance, il est reconnu coupable de 18 crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Ituri entre 2002 et 2003, dont des crimes sexuels, des massacres et des déplacements forcés de la population civile. C'est la plus lourde peine jamais prononcée par la CPI. Bosco Ntaganda, surnommé le Terminator, avait fait appel après sa condamnation en 2019 pour 18 chefs de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, dont des crimes sexuels, massacres, persécutions et transferts forcés de la population civile. Les juges ont rejeté tous ces moyens d'appel contre le verdict de culpabilité et contre la peine de 30 ans de prison ferme, la plus lourde jamais prononcée par la CPI, la juridiction basée à La Haye, et créée en 2002 pour juger les pires atrocités commises dans le monde. La chambre d'appel de la CPI confirme à la majorité la décision de condamnation et confirme la peine prononcée par la chambre de première instance. Le jugement est désormais définitif, a fait savoir la CPI dans un communiqué publié à l'issue de l'audience. Au début du mois de mars, la CPI a fixé à 30 millions de dollars, soit 25 millions d'euros, le montant de réparation accordée aux victimes. Dans leur jugement en première instance, les juges avaient qualifié de déterminant les rôles de Bosco Ntaganda dans les crimes commis par ses troupes en 2002-2003 en Ituri, dans le nord-est de la RDC. Selon des ONG, plus de 60 000 personnes ont perdu la vie depuis les débuts en 1999 des violences en Ituri, région instable et riche en minerais. Bosco Ntaganda a été condamné à une série de peines allant de 8 à 30 ans, notamment pour persécution ainsi que meurtre et tentative de meurtre. Le juge l'ayant reconnu coupable d'avoir exécuté un prêtre
de ses propres mains. Ils ont également jugé qu'il était indirectement responsable de nombreux autres meurtres en ayant dirigé plusieurs offensives militaires. Général d'armée de 2007 à 2012, Bosco Ntaganda est devenu l'un des membres fondateurs du groupe rebelle M23, finalement vaincu par les forces du gouvernement de la RDC en 2013. Bosco Ntaganda est l'un des 5 chefs de guerre de la RDC à avoir été traduit devant la cour. En mars 2012, la CPI a condamné à 14 ans de prison Thomas Lubanga, ancien chef aussi de Bosco Ntaganda, au sein des FPLS. Et en Tanzanie, 45 morts, c'est le bilan de la bousculade survenue au stade de Dar es Salaam où était organisé un hommage au président défunt John Magufuli. Le corps de celui-ci, qui a été surnommé affectueusement le bulldozer, a été ensuite transporté sur l'archipel semi-autonome de Zanzibar et dans les villes de Mwanza et Geita avant d'être enterré dans sa ville natale de Chateau. Dans le nord-ouest du pays, le chef d'État tanzanien est officiellement décédé le 17 mars des problèmes cardiaques dont il souffrait depuis une dizaine d'années selon les autorités. Alors, on revient au pays pour parler sport. Vodacom Ligue 1, 2 rencontres sont à suivre ce mercredi à Kinshasa. En première explication, l'AC Rangers s'accordera son hospitalité au cercle sportif Dombrosco. Puis, dans l'autre match, le football club Renaissance du Congo, 10e au classement avec 25 points, jouera le FC Saint-Éloi Lupopo, 2e au classement avec 39 unités. Un match plutôt que Papi Kimoto et Bertin Makou, respectivement coach de Renaissance et de Lupopo, comptent jouer à fond. On les écoute en conférence de presse d'avant-match. On a travaillé sérieusement pour prendre des points demain. Ça, c'est un de deux. L'équipe de demain que je vais aligner, ça va être une équipe joueuse. On va jouer. On va faire le jeu comme on a fait contre Blessing. Mais malheureusement, à la fin, on avait péché, on a encaissé un but en contre-attaque. C'est seule occasion que mon adversaire a eu ces jours-là. Dommage, on a perdu ce but-là. Et on a travaillé aussi la finition. Donc, il me fallait beaucoup de temps pour préparer l'équipe. Je pense maintenant l'équipe est fin prêt. Maintenant, sur tous les plans, on a revisité tous les aspects, tous les secteurs. Et même si ça manque quelques joueurs, mais sinon ça va. Ça ne sera pas un Lupopo douteux. Pourquoi douter? Parce que les matchs passés, quand bien même on a terminé avec un score de parité, mais on s'est procuré beaucoup plus d'occasions. Je crois que c'est la finition qui nous a manqué. Il a manqué un peu d'efficacité devant le but, c'est-à-dire le réalisme. Alors, demain, nous allons aborder de façon à être plus efficace devant le but. L'amélioration au niveau de la ligne d'attaque par rapport au réalisme, c'est ce que nous comptons faire demain pour faire un résultat mieux que celui qu'on venait de faire. Je crois que c'est ça notre souhait, c'est ça notre pensée. Nous sommes en train de jouer pour terminer avec un bon positionnement par rapport au classement. Et là, on est au podium, comme vous le dites, mais sans oublier un aspect qui est très important, qu'on a eu une avance de match par rapport à toutes ces équipes-là. Et c'est l'heure de rappel des principaux titres. La structuration du Front commun pour le Congo en perspective des élections de 2023, c'est l'un des sujets qui a fait l'objet de la réunion tenue par le président de la cellule de crise de cette plateforme, Raymond Chibanda, avec les membres du FCC restés fidèles à l'ancien président Joseph Kabila. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a réceptionné la pétition initiée contre son président Godin Poyi. Plusieurs griefs motivent la démarche de 17 députés provinciaux signataires, dont incompétence, la faible production législative et puis l'inefficacité de l'Assemblée provinciale vis-à-vis de l'exécutif provincial. Et à la Cour pénale internationale, la Chambre d'appel confirme la condamnation à 30 ans de prison de l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda. Comme en première instance, il est reconnu coupable de 18 crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Ituri entre 2002 et 2003, dont des crimes sexuels, des massacres et des déplacements forcés de la population civile. Restez avec nous pour la suite de ce journal.
La suite, c'est bien la revue de presse de Bédrine Kenge à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour et merci Arlette Boutella. Alors, on commence par l'interpellation de Mbossoko Dia au député impliqué dans la sécurité à l'Est. Ce sujet est à la une de Journaux. Tout à fait Arlette, commençons par l'avenir qui a titré Mbosso fait tomber les masques. Il a, lors de la plénière de cette session, de la première plénière, je l'ai dit, de cette session de mars, dénoncé le double jeu des Congolais, particulièrement les élus nationaux du Grand Kivu, dont les dossiers liés à l'insécurité dans la partie est du pays. Une interpellation qui fait réagir plusieurs députés, mais cette histoire, selon ce quotidien, se racontait dans les coulisses. Le président de l'Assemblée nationale n'a fait que dire tout haut. La prospérité de son côté révèle que la plénière du lundi avait vécu une effervescence inhabituelle suite aux manifestations de représentants de la circonscription électorale du Grand Kivu en face du président de la Chambre basse du Parlement. C'est donc en réaction que Mbosso les a interpellés d'être eux-mêmes complices des massacres et des groupes armés à l'est du pays. Et en croire le journal, Mbosso a ouvert une boîte à Pandore. Pendant ce temps ici à Kinshasa, Godin Poye visé par une pétition également. Ça fait la tour des réseaux sociaux mais aussi de la presse. Effectivement, Arlette, l'avenir nous renseigne qu'une pétition est déposée contre Godin Poye, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Au total, 17 signatures ont suffi pour que l'initiateur de ce document, Mbundi Wambundi, atteigne son but, souligne ce quotidien. Et le journal s'exclame Godin Poye Kadima sur une chaise éjectable. Voyons voir si les pétitionnaires iront jusqu'au bout. Vous vous rappelez, Arlette, qu'il y a 3 mois, il était visé par une autre pétition, mais les initiateurs avaient décidé de l'écarter. Donc, c'est une affaire à suivre. Grand merci, Bédrine Kenge, pour cette sélection. Merci à vous autant. Aimables téléspectateurs, c'est par ici que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de nos programmes. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.